Chahut Média. Si on parle de la Russie, de l'Empire russe, le mot révolution fait partie de ces mots politiques d'importation qui se répandent au XIXe siècle. L'historien Éric Honoble. Et c'est donc au XVIIe, XVIIIe siècle que le mot va acquérir un sens politique. Et ça, c'est transplanté en Russie au milieu de tout un tas d'autres termes. Deuxième aspect, si on parle de révolution, c'est de savoir de quelle révolution on parle. Dans les milieux contestataires russes, tout le monde va être d'accord à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle sur le fait qu'il faut une révolution. Mais est-ce qu'on veut une révolution démocratique, c'est-à-dire transformer la Russie en une monarchie constitutionnelle sur le modèle britannique? Est-ce qu'on veut la transformer en république sur le modèle français? Est-ce qu'on veut une révolution populaire? Est-ce qu'on veut une révolution prolétarienne? Est-ce que ça doit être une révolution socialiste? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut juste moderniser la Russie pour l'amener au niveau de l'Europe occidentale? Ou est-ce qu'on veut faire sauter à la Russie le gouffre du capitalisme pour l'amener directement à un système socialiste? De Genève à Zurich, de Lausanne à Berne, ils et elles sont des milliers à la souhaiter de toute leur force. Que la tête du tsar tombe, qu'elle roule, qu'advienne enfin un état social plus juste, équitable, harmonieux. Cette révolution du milieu du 19e siècle, février 1917, des générations de rebelles, d'émeutiers, de réfugiés politiques, mais aussi d'étudiantes russes plus ou moins engagées dans des groupes radicaux, eh bien ils l'ont rêvé. Et maintenant, voilà qu'il se rapproche, ce grand soir. Et avec lui surgissent de nouveaux visages qui promettent de mettre à bas le capitalisme afin que prenne place l'idéal socialiste. Le développement du marxisme russe à Genève, avec la création de l'Organisation Libération du Travail, Lénine débarquant dans la cité de Calvin, la bataille qui fait rage entre bolcheviks et mencheviks, le circuit des imprimeries clandestines au bord du Léman et la Karouchka, portion de l'une des principales rues du centre, devenue le cœur battant de la diaspora issue de l'Empire russe en Suisse romande. C'est de cela dont on va parler dans cet épisode. Vous écoutez Que tombe le tsar ? Une série documentaire podcast Chahut Média conçue en collaboration avec la professeure Corinne Amacher. Troisième volet, l'étincelle. D'abord, ce qu'il faut savoir, parce qu'on a toujours l'impression que le marxisme russe commence en 1883 avec ce groupe Libération du Travail. Corinne Amacher, professeure ordinaire d'histoire russe et soviétique, Université de Genève. Bon, il faut d'abord se rappeler, et ça c'est intéressant, que le marxisme russe est connu en Russie depuis déjà longtemps et que finalement, le premier tome du Capital de Marx a été traduit en russe en 1872, donc c'est très tôt. Et le piquant de cette histoire, c'est que, en fait, le texte a été publié de façon légale en Russie. À savoir que la censure tsariste s'est dit, bon, c'est un texte tellement compliqué, tellement dense, trop scientifique, il va pas avoir de succès, donc on peut le laisser finalement être publié légalement. Et donc, c'est la première traduction du Capital et la première publication de l'ouvrage de Marx à l'étranger. Le Capital de Marx, c'est un livre dans lequel Karl Marx va exposer sa théorie du capitalisme et donc va fournir des bases théoriques à tout un mouvement socialiste, le marxisme, qui, in fine, va prendre corps avec le mouvement, une partie du mouvement révolutionnaire russe et donner lieu à cette révolution. François Alisson,
maître d'enseignement et de recherche, faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne. C'est une vision assez anachronique, dans les années 1867, quand sort le Capital de Marx, on n'est pas certain, et Marx est surtout pas du tout certain que la révolution va avoir lieu en Russie d'abord. C'est plutôt dans les pays avancés, la Grande-Bretagne, là où le prolétariat est le plus avancé, et pas dans un pays économiquement arriéré, comme il aurait pu dire, où l'économie est essentiellement agricole. Il y a un emballement immédiat parce que Marx est quand même déjà connu, il a rédigé avec Engels le manifeste du Parti communiste bien avant, mais là on a un emballement, mais le livre est compliqué, et donc l'emballement passe plutôt par des traducteurs, des gens qui arrivent à transmettre certains messages. Karl Marx est à la fois le plus profond penseur du capitalisme et de ses contradictions, et en même temps c'est un grand organisateur de la cause ouvrière internationale à travers notamment l'Association internationale des travailleurs. Contrairement aux attentes des censeurs, le Capital va susciter des discussions absolument passionnées, acharnées dans les milieux radicaux russes. Quelles sont les destinées de la Russie? Le capitalisme, est-ce que le capitalisme peut se développer en Russie comme en Europe occidentale? Et au même moment, dans l'émigration, donc début des années 1870, en l'occurrence, c'est le moment des polémiques entre Marx et Bakounine. Et au même moment, une partie des révolutionnaires russes émigrés se tournent vers la Première Internationale. Alors pourquoi cette date de 1883 elle est tellement importante par rapport au mouvement révolutionnaire russe? Parce que c'est à ce moment-là, je dirais, que certains révolutionnaires russes, Vera Zasulich, Georgi Plekhanov, se contentent plus de seulement prendre certains principes du marxisme, la primauté des conditions économiques ou le rejet de la religion, mais vont se convertir au marxisme d'une façon comme système en quelque sorte, à savoir que la révolution sociale doit être précédée par une phase bourgeoise démocratique, que la Russie ne peut pas éviter le stade du capitalisme, qu'elle va suivre la même voie que les autres pays, que la transformation des rapports sociaux va être non pas l'œuvre de la paysannerie, comme le pensaient les révolutionnaires auparavant, mais des ouvriers, c'est eux les moteurs de l'histoire, c'est pas les paysans, et c'est eux la future arme finalement de destruction du capitalisme. De toutes les classes qui alors présentes s'opposent à la bourgeoisie, le prolétariat seul est une classe vraiment révolutionnaire. Les autres classes périclitent et périssent avec la grande industrie. Le prolétariat, au contraire, en est le produit le plus authentique. Les classes moyennes, petits fabricants, détaillants, artisans, paysans, tous combattent la bourgeoisie parce qu'elle est une menace pour leur existence, en tant que classe moyenne. Elles ne sont donc pas révolutionnaires, mais conservatrices. Bien plus, elles sont réactionnaires. Elles cherchent à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Si elles sont révolutionnaires, c'est en considération de leur passage imminent au prolétariat. Elles défendent alors leurs intérêts futurs et non leurs intérêts actuels. Elles abandonnent leur propre point de vue pour celui du prolétariat. Extrait du manifeste du Parti communiste, 1848. En quelque sorte, on peut dire effectivement que les marxistes russes y reportent la foi qu'ils avaient envers la paysannerie sur la classe ouvrière. L'historienne Corinne Amacher. Pourquoi? Alors il faut quand même se rappeler du contexte.
L'assassinat du tsar n'a pas réussi à faire disparaître le tsarisme. Les paysans, ils se révoltent pas, alors que Bakounine avait toujours dit que les paysans étaient des révolutionnaires par nature et qu'il suffisait de taper 3 fois dans les mains et pour que tout explose en Russie. C'est pas le cas. Et donc, il y a cette grande déception. On n'arrive pas à faire changer les choses. Et puis, le marxisme, il offre un espoir. Il offre en quelque sorte des clés. Et puis, c'est des clés qui sont scientifiques, selon le marxisme. Et la Russie, oui, d'accord, elle est en retard par rapport à l'Europe occidentale. En Russie, il n'y a pas de liberté citoyenne, il n'y a pas de liberté politique, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'organisation, d'association ouvrière légale. Mais la Russie, elle suivra la même voie de développement que les pays occidentaux. Ça, c'est la grande croyance des marxistes russes. Et c'est en cela qu'ils vont se battre contre d'autres groupes qui considèrent que on peut éviter la voie du capitalisme en Russie parce que la Russie est un pays encore fondamentalement agricole, que l'industrialisation n'est pas très avancée et que le capitalisme, c'est le mal absolu. Et que si on peut éviter de passer par cette case-là, eh bien, c'est mieux d'éviter. Et donc, Plekhanov, Vera Zasulich et d'autres vont créer l'émancipation du travail. Ils vont s'attacher à diffuser les écrits de Marx et Engels en Russie. Et si Plekhanov est considéré en fait comme le père du marxisme russe, eh bien c'est parce que c'est lui qui a écrit le plus grand nombre de textes théoriques qui permettent de diffuser le marxisme en Russie. Aux côtés de Plekhanov, qui contribuait à diffuser le marxisme en Russie, comme on l'a vu, on trouve donc une certaine Vera Zasulich, une révolutionnaire russe qui va jouer un rôle déterminant dans la création du groupe Libération du Travail, première organisation marxiste parmi les émigrés politiques russes en Suisse. Vera Zasulich, c'est une femme qui est née en 1849, qui fait des études secondaires en Russie, et puis qui commence à militer, en fait, à partir de la fin des années 1860 en Russie. Elle est plusieurs fois arrêtée, elle milite un peu partout. En 1873, elle se trouve d'ailleurs à Kharkov, en Ukraine, où elle suit d'ailleurs des cours de sage-femme. Donc elle, à la différence de Sofia Bardina et Vera Figner, elle ne passe pas par la case Zurich. Alors par contre, elle est influencée par les mêmes idées, en fait, que Vera Figner et Sofia Bardina. Elle est influencée par Bakounine. Elle milite dès 1875 dans un groupe terroriste dont le nom est les Émeutiers du Sud. Et donc, ensuite, elle va s'installer à Saint-Pétersbourg, elle va continuer à militer. Et puis, janvier 1878, a lieu un événement incroyable. Elle est à Saint-Pétersbourg, elle se présente avec une requête dans le bureau du gouverneur de la ville, qui s'appelle Triepov, Fyodor Triepov. Elle le blesse d'un coup de pistolet, et puis ensuite elle se laisse arrêter. Alors pourquoi ce geste? En fait, parce que elle voulait venger un camarade qui était emprisonné au même moment dans la prison de la capitale. Et ce camarade n'avait pas enlevé en fait son chapeau lorsque Triepov, donc le gouverneur de la ville, était venu faire une visite en fait à la prison de la capitale. Et le jeune homme, ensuite, il avait été fouetté de façon extrêmement cruelle sur ordre de Triepov. Et donc en mars 1878, elle est arrêtée, elle est jugée. Procès public, elle est défendue par un avocat très brillant, et puis finalement elle est acquittée par des jurés qui sont très très influencés par une opinion publique qui est très hostile en fait à Triepov, qui était un homme qui était détesté. Elle quitte le procès, le tsar est mécontent parce qu'elle a été acquittée, donc elle est menacée d'être arrêtée de nouveau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cache avec l'aide de camarades et puis elle s'enfuit en Suisse, comme beaucoup d'autres. Alors elle va retourner une fois en Russie en 1879, où elle continue à militer, puis finalement elle émigre presque définitivement en 1880, et elle choisit Genève. Et en fait, elle émigre pas seule, elle émigre avec d'autres révolutionnaires, dont Georgi Plekhanov, qui est considéré comme le père du marxisme russe. Et puis, à Genève, elle va fonder en 1883, avec Plekhanov, un groupe marxiste qui s'appelle Libération du Travail, en russe Освобождение труда. Et en fait, c'est la première organisation marxiste parmi les émigrés politiques russes en Suisse.
En immigrant à Genève, Vera Zasulich va intégrer une diaspora issue de l'Empire russe qui, en plein cœur de la ville, dans le bas de la rue de Carouge, a créé tout ce qui lui est nécessaire pour vivre en autarcie. Dortoir, cantine, bibliothèque, et poursuivre, pour sa frange la plus politisée, une intense activité révolutionnaire. Les Russes l'appelaient Karouchka. Alors, il y a deux avantages. D'abord, il y avait le tram. C'était extrêmement moderne, hein. Fin du 19e siècle, donc il y avait un relier. Et puis, c'était un faubourg ouvrier. Un faubourg ouvrier avec la possibilité d'avoir des logements extrêmement bon marché et des pensions. Jean-François Fayet, professeur ordinaire d'histoire contemporaine, Université de Fribourg. Alors là, en remontant la rue de Carouge, il y avait d'abord un café qui s'appelait le Café Simon, dans lequel on retrouvait la totalité des tendances révolutionnaires. Puis quand on avance jusqu'au bout de la rue de Carouge, là, en fait, dans un espace de 400-500 mètres, en fait, on va avoir quasiment la totalité des activités, en fait, des révolutionnaires russes de l'époque. Il y a d'abord au 91 de la rue de Carouge, c'était longtemps où Lénine a lui-même habité. Il existait toujours aussi au 91, en fait, la bibliothèque et le centre des archives bolcheviques. En fait, c'est un lieu qui avait été fondé par un militant qui s'appelle Lepeshinsky, puis ultérieurement Kuklin, et puis un troisième, Karpinsky, mais c'est un lieu qui a été vraiment très important, qui en dit très long sur ces gens. C'est pas n'importe qui conserve ses papiers, ses archives. On a le plus grand mal en tant qu'historien à expliquer des fois des associations qui devraient être en titre à leurs archives. Eux, ils ont la conscience très tôt qu'il faut absolument conserver leurs archives, leur mémoire. Ensuite, on franchit 2 numéros. On passe au numéro 93, toujours de la rue de Carouge. Et là, il existe un lieu de sociabilité tout à fait fondamental qu'on appelle la cantine des Lepeshinsky. En fait, ce qu'on appelle la cantine, en réalité, c'est beaucoup plus qu'une cantine. Il y a une petite bibliothèque, il y a une salle de lecture et il y a une grande salle où ils se font des activités dans lesquelles on retrouve la totalité des tendances. C'est très ouvert. Puis là, on fait encore 2 mètres, 5 mètres, puis on prend la rue sur la gauche, qui est la rue de la Colline. Et la rue de la Colline, c'est le bureau officiel, dans un premier temps, du secrétariat du POSDR, le Parti ouvrier social-démocrate. Puis quand il y a la scission, c'est Lénine, les bolcheviks, qui parviennent à récupérer ces livres. Donc ce sera l'adresse officielle des bolcheviks à partir de 1903 et sera aussi constituée, là, dans un deuxième temps, une autre bibliothèque. Et si on fait encore quelques pas, on est dans la direction, on s'approche, le quai d'Arves, le dénommé quai Capodistria, et sur ce quai Capodistria, en fait, il y a de grandes chances qu'on trouve en fait des révolutionnaires arméniens, étudiants en chimie à l'université, membres du parti Dachnak, qui pratiquent en fait des expériences de bombes, d'explosions, en fait dans l'Arve, c'était bien connu à l'époque. Puis quand on traverse le pont de Carouge, vous tournez un petit peu sur la droite, et puis vous arrivez rue Caroline, et là ce sont les frères ennemis mencheviks, Julius Martov en particulier, donc les rivaux de Lénine, mais avec lesquels Lénine, en réalité, à titre personnel, s'entendent fort bien, qui habitent rue Caroline. Donc vraiment, dans cet espace qui va de part et d'autre, du pont de Carouge, rue de Carouge, rue de la Colline, rue Caroline, en réalité, vous avez tout l'état-major de la Révolution de 1917. L'attitude de la police est assez attentiste, c'est-à-dire que la police sait qui est où. Et quand elle reçoit des demandes d'informations de la part de police étrangère, elle répond pas toujours. François Alisson. Parce qu'elle se dit que si elle répond, après on va devoir... Peut-être qu'il y aura des demandes d'extradition. Donc elle a assez souvent joué un rôle protecteur de ces communautés, mais plus pour pas s'attirer d'ennuis à elle-même. Par contre, elle est au courant de tout, elle sait ce qui se passe, elle minimise face aux demandes. Quand le Conseil fédéral s'inquiète de quelque chose, les polices cantonales répondent « Non, c'est rien, ce sont des joueurs de cartes, etc. » Et donc, cette police est... Ouais,
Elle sait, elle regarde, mais elle n'intervient pas trop. Parmi les nouveaux venus en ville en 1903, un dissident politique russe déjà plusieurs fois passé par la Suisse, Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Lénine, qui devait vivre 4 années à Genève, y rédiger plusieurs textes majeurs, y participer à la création d'un journal important et s'y faire un nombre considérable d'ennemis. Alors quand Lénine revient ici en 1903, qui est-il ? Encore un vagabond de la Révolution ou déjà un chef politique ? Lénine en 1903, c'est un jeune homme, mais qui dispose déjà d'une forte autorité, d'un relatif prestige. L'historien Jean-François Fayet. Il est déjà venu à Genève et en Suisse une première fois, même 2 premières fois, pour discuter avec ceux qui sont considérés comme les pères et les fondateurs du marxisme russe, en l'occurrence Georgi Plekhanov, qui séjourne à Genève, et Pavel Axelrod, qui est à Zurich. Et dans le cadre de ces premières visites, il y a un décalage générationnel qui est important entre Lénine et ses personnages, près d'une quinzaine d'années. Le but, c'est d'établir un réseau par la création d'un journal. Et lorsque Lénine revient donc en Suisse une 3e fois en 1903, et cette fois dans le cadre d'un séjour qui va être plus long de 2 ans, en fait, il vient dans le prolongement en fait de ses premiers contacts pour mettre en place une organisation politique qui, selon lui, correspond à ce qu'il est nécessaire de faire. Corinna Mencher, on est 12 septembre 2023, à Genève bien sûr, et on se retrouve en croisement stratégique entre, d'un côté, la rue de Carouge, le très haut de la rue de Carouge, et puis le début de la rue de Candolle. Devant nous, il y a le parc des Bastions, avec l'université de Genève, et là, il y a un bâtiment en fer à repasser, on dirait, qui était autrefois la brasserie Landolt. Qu'est-ce que c'était que la brasserie Landolt, et pourquoi c'était important ? Alors oui, la brasserie Landolt, c'était un haut lieu en fait de l'immigration politique russe. La brasserie Landolt, en fait, elle est importante. Pourquoi ? Parce que juste à côté, donc la brasserie Landolt se trouvait aux 2 rues de Landolt, mais en fait, aux 6 rues de Candolle habitait un homme qui a joué un grand rôle dans l'histoire du marxisme russe, qui s'appelle Georgi Plekhanov, qu'on a déjà rencontré souvent, et qui donc a logé aux 6 rues de Candolle à partir de 1894. Alors, c'est évidemment un lieu central, parce que l'université, les Bastions ont été construites entre 1868 et 1872, mais c'est un lieu où déjà avant, on avait des moments très importants qui se sont joués à la Place Neuve, par exemple, juste à côté, le Congrès de la paix et de la liberté en 1867, juste au boulevard Georges Favon, où se trouve maintenant l'église catholique du Sacré-Cœur. Eh bien, à un moment donné, c'était le lieu d'une loge maçonnique, et donc ça, on l'appelait le Temple unique, et c'est là que les réunions de la section genevoise de la Première Internationale se déroulaient. Et donc, c'est un lieu où il se passe déjà des choses du point de vue, disons, des idées sociales depuis longtemps. Et alors, la brasserie Landolt, c'est important parce que Plekhanov, tous les soirs, venait boire sa bière à la brasserie Landolt, et on savait que si on voulait le trouver, on venait ici. Et c'est d'ailleurs en 1895, ici, que Lénine vient pour la première fois le rencontrer. Des groupes marxistes sont en train de se créer en Russie au même moment. Lénine est donc acteur de cette histoire, et il vient à Genève voir Plekhanov pour un peu faire la liaison entre la théorie marxiste qui se trouve donc plutôt à Genève et puis les petits groupes marxistes qui sont créés en Russie. Brasserie Landolt Genève, c'est face à cette brasserie en 1903 que Lénine, à vélo, se prend une roue dans le rail, s'écrase sur le bitume et... Donc la rupture entre les bolcheviks et les mencheviks a eu lieu en été 1903, et ensuite à Genève, donc Lénine est à Genève à ce moment-là, et le lieu de réunion c'est donc le Landolt, mais la veille ou le matin, on ne sait pas vraiment parce que les sources diffèrent un peu, Lénine qui roule à vélo à Genève, eh bien il se prend une roue dans les rails de tram, il tombe, alors il se blesse quand même assez méchamment, il a un œil abîmé, il a un bras abîmé, il a un sourcil complètement ouvert, il va chez le médecin. Et donc, quand il arrive à l'ouverture du congrès au Landolt, il a un œil bandé. Et les contemporains qui ont écrit les souvenirs là-dessus disent que cela n'a absolument pas empêché au Landolt de s'invectiver entre les bolcheviks et les mencheviks, et que c'est la dernière fois d'ailleurs que les bolcheviks et les mencheviks vont se réunir ensemble. Ensuite, ils seront chacun leur salle séparée.
il a une seule obsession, c'est l'organisation. C'est vraiment la passion de sa vie. Son idée, c'est de constituer véritablement un instrument au service de la révolution. Et là, on peut dire effectivement que l'apport le plus fondamental de Lénine à l'histoire du mouvement ouvrier et au marxisme, c'est une conception tout à fait spécifique du parti. Le professeur Jean-François Fayet. En réalité, on pourrait presque parler de rupture. L'idée de Lénine, qui va développer dans une série de textes à partir de 1902, qui s'appelle « Que faire ?», puis 2 ans plus tard, « Un pas en avant, 2 pas en arrière », puis en 1905, 2 conceptions de la social-démocratie, c'est toujours la même. L'idée, c'est qu'il y a 2 menaces qui pèsent en fait sur le mouvement ouvrier. La première, c'est ce qu'il appelle l'économisme ou le spontanéisme, c'est-à-dire en fait que, faute de conscience socialiste, en fait, le mouvement se perd dans des revendications matérielles, mais qui n'aboutissent nullement à la révolution. Et puis l'autre faiblesse, ce sont des organisations politiques qui, comme elles sont très peu structurées, passent leur temps à être interdites et il faut les reconstruire. Donc son idée, c'est qu'il faut faire un instrument en fait qui va pouvoir survivre à la fois aux conditions spécifiques de la Russie, c'est-à-dire la clandestinité, donc un appareil extrêmement centralisé, discipliné et avec une double structure clandestine qui va permettre en fait à cette organisation de survivre à tous les contextes. Mais son idée la plus intéressante, là où elle est nouvelle et c'est la rupture, c'est que Lénine, c'est le premier qui fait en fait cette distinction en disant il suffit pas qu'il y ait des ouvriers, qu'il y ait la classe ouvrière pour qu'il y ait une conscience socialiste. Il faut vraiment qu'il y ait une théorie révolutionnaire pour qu'il y ait une action révolutionnaire. Et il va plus loin, il dit en fait cette conscience socialiste ne peut venir à la classe ouvrière que de l'extérieur, quoi. Et là, c'est l'objet magique, il dit le parti, ça va être ce démiurge, ce lieu de rencontre entre la classe ouvrière et la conscience socialiste. Et ce qui est très nouveau et qui va être spécifique à Lénine, ce qu'il dit en fait, le fait d'être socialiste n'a rien à voir avec l'origine sociale. C'est le fait d'avoir conscientisé la théorie révolutionnaire et deuxièmement, ça va être la source de tous les problèmes, de se mettre totalement au service de la cause. Un militant doit être un militant révolutionnaire professionnel. Et c'est ça qui va créer toutes les tensions avec les autres tendances. Alors ça, c'est un problème qui est important parce que cette notion de révolutionnaire professionnel a été attachée à Lénine avec derrière l'idée du parti discipliné et on a vite fait de tirer la conclusion que de ce parti qu'envisageait Lénine au parti stalinien, il y a un trait d'égalité. Éric Honoble, historien, chargé de cours à l'Université de Genève. En réalité, il faut encore une fois se souvenir que la Russie sous le tsarisme était une dictature et une dictature féroce. Et que ces jeunes radicaux dont j'ai parlé pouvaient être arrêtés, mis en prison, envoyés en Sibérie, y compris pour des choses qui peuvent nous sembler aussi bénignes que d'avoir organisé un cours d'alphabétisation pour les ouvriers, ou être allé à la campagne pour parler avec le peuple, ou vivre en collectivité en lisant des livres des socialistes français des années 1830-1840. Donc ça veut dire qu'assez rapidement, vous avez des gens qui passent justement par l'arrestation, le procès, la déportation, souvent l'évasion et l'exil, et qui, de toute façon, à partir de ce moment-là, ne peuvent plus vivre que de leur activité politique. Et pour ceux qui seraient restés en Russie, ça veut dire vivre dans la clandestinité. Mais là aussi, vivre dans la clandestinité, il faut bien avoir de quoi manger. Ça veut dire qu'on devient un révolutionnaire professionnel. C'est-à-dire qu'on va vivre comme on peut avec les subsides du parti qui sont pas énormes. Et ça, c'est une réalité
pour des militants de toutes les tendances. Alors, les partisans de Lénine, les sociodémocrates marxistes bolcheviques, mais aussi pour les mencheviks qu'on présente comme l'aile modérée du Parti social-démocrate marxiste, mais aussi les populistes. Alors, il y a tout de suite un débat, en fait, des gens qui ont réagi très fortement. Et en réalité, sur ce point, Lénine fait l'unanimité contre lui. Jean-François Fayet. Georgi Plekhanov, qui est pourtant des très bonnes relations, à la suite de ses publications, dit « Attention, la dictature du prolétariat risque de devenir la dictature du parti sur le prolétariat ». Julius Martov, qui est pourtant un proche de Lénine, s'inquiète d'une sorte de tribunal à l'intérieur du parti. Rosa Luxembourg dit que le pire danger qu'il existerait pour l'organisation du mouvement ouvrier russe, c'est l'autoritarisme de Lénine. Et Trotsky développe à ce moment sa célèbre théorie du substitutisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le parti se substitue à la classe ouvrière, puis ce sera le comité central qui se substituera au parti, puis à la fin ce sera le secrétaire général. Cette théorie qui a été ultérieurement interprétée comme une prédiction de ce qu'allait se passer au sein de l'histoire du Parti communiste. Et là, très rapidement, son problème, c'est qu'il perd. Plekhanov est quand même mécontent de ce qui s'est passé, et Plekhanov se retourne contre Lénine, et du coup, Lénine se fait expulser du comité de rédaction de l'Iskra, l'Étincelle, donc qui était le journal, et donc tout l'objectif de Lénine durant ces années, c'est de se reconstituer un nouveau organe qui va lui permettre en fait de porter les idées bolcheviques. Et il y aura une première tentative avec un journal qui s'appelle Period en avant, et puis il y aura une deuxième tentative en 1908. Mais toujours l'idée, c'est d'avoir un journal qui va servir de plateforme et qui va lui permettre de peser sur les débats. C'est l'obsession des révolutionnaires russes. Et justement, Genève ou Zurich possède une longue tradition en matière d'imprimerie depuis au moins le XVIIIe siècle, époque durant laquelle on imprimait clandestinement ici pour les diffuser ensuite partout en Europe, des livres censurés ailleurs ou n'ayant pas reçu l'approbation royale, le fameux privilège. Dans ces deux villes, alors que l'agitation politique grandit, l'imprimerie devient ainsi une activité économique de tout premier plan. Première chose à dire pour prendre la mesure de l'importance en Suisse, de la Suisse comme lieu d'édition russe, entre 1855 et 1917, la moitié des publications russophones qui sont éditées à l'étranger le sont en Suisse. La professeure Corinne Amacher. Le deuxième lieu, c'est Paris. Donc la Suisse c'est une place importante. Et évidemment que les journaux, c'est absolument essentiel pour les révolutionnaires parce que ces journaux vont ensuite aller contaminer l'Empire avec une parole libre. Ça permet de diffuser les tracts, les manifestes, les articles, l'idéologie aussi, les grandes idées. La question de la presse et l'édition qui est tout à fait fondamentale de journaux, de bulletins ou d'ouvrages de révolutionnaires en Suisse est très ancienne. Nous savons qu'il existe au milieu du XIXe siècle en Suisse et notamment à Genève des imprimeries qui sont spécialisées dans l'édition du cyrillique. Il existe une imprimerie russe. À partir de la fin du XIXe siècle, en Suisse même, se développe une presse ouvrière et donc du coup vont se développer en fait des collaborations entre des imprimeries ouvrières avec des Russes et notamment toute la presse russe, en particulier proche de Lénine 1903-1905, quand elle n'est pas éditée en Angleterre ou en Allemagne, est éditée à la Coulouvronnière. Ces imprimeries sont surtout gérées par les communautés d'émigrés eux-mêmes. François Alisson. Ils achètent, ils font fabriquer, ils construisent
Et après, ils organisent eux-mêmes les réseaux pour ramener la littérature. Parce qu'effectivement, une activité, c'est d'imprimer des choses à Genève. Il y a eu énormément d'imprimés à Genève dans les années 1870-1880, d'imprimer en russe, un peu aussi en ukrainien. Mais après, une grande partie est destinée à être réimportée illégalement dans l'Empire. Et ça passe par des réseaux personnels, des gens qui font des allers-retours, qui se font arrêter de temps en temps, qui s'échappent de prison, qui recommencent. Alors, il faut aussi savoir que jusqu'en 1914, c'est assez facile en fait de traverser les frontières. Il y a différents canaux, donc les frontières normales, on cache les journaux dans des valises à double fond, des faux livres, donc tout ça c'est très bien, c'est très bien organisé. Il y a aussi un itinéraire maritime, en quelque sorte, les publications elles sont acheminées jusqu'en Italie, enfin jusqu'à Gênes, de la mer Méditerranée, hop, mer Noire, et puis ensuite on est dans l'Empire russe, Odessa, le Caucase, puis ensuite ça se diffuse un peu partout dans l'Empire russe. À l'automne 1904, nous décidâmes de quitter Sécheron pour nous rapprocher du centre-ville. Vladimir Ilitch entra à la société de lecture où l'on pouvait travailler commodément et disposer d'un très grand nombre d'ouvrages, de même que de toutes sortes de revues et journaux en français, en allemand et en anglais. Cette société de lecture était peu fréquentée. On n'y voyait guère que quelques vieux professeurs. Vladimir Ilitch était en général tout seul dans une des salles. Il pouvait non seulement y écrire en paix, mais encore, selon son habitude, s'y promener de long en large en murmurant les phrases de ses articles et prendre lui-même sur les rayons les livres dont il avait besoin. Il y était vraiment tranquille. Pas un seul camarade russe ne venait l'y rejoindre. Personne ne venait lui raconter que les mencheviks disaient ceci, disaient cela, et patati et patata. Il pouvait penser. Et il avait de quoi penser. Nadezhda Krupskaya, Ma vie avec Lénine, 1893-1917, édition Payot, 1933. Et puis, en 1905, l'immense travail de propagande amorcé au sein de l'Empire russe depuis près de 5 décennies connaît une issue décisive, sidérante, gigantesque, une tentative de révolution. Pétition des travailleurs de Saint-Pétersbourg, Dimanche rouge, mécontentement grandissant, radicalisation de l'opposition, la grève générale d'octobre 1905 devait faire céder le régime qui concédait une constitution libérale. Mais le tsar ne tombait pas. L'impact est très important parce que la révolution de 1905, c'est à la fois un énorme espoir parce que le régime tsariste qui semblait indéboulonnable commence à trembler sur ses bases. Éric Onable. Sauf que à partir de 1907, il y a un retour en arrière complet où le tsarisme a repris en main les organes électifs qu'il avait été obligé de laisser se créer et la répression devient de plus en plus dure. Et là, particulièrement chez les intellectuels en exil, il y a des interrogations, c'est-à-dire est-ce que ça valait le coup ? Parce que il y a eu un déchaînement de violence en 1905 et dans les 2 années qui ont suivi. Alors violence de la répression, mais aussi multiples soulèvements populaires. Alors un occidental aura entendu parler de la mutinerie du cuirassé Potemkin, mais il y a d'autres mutineries militaires. Et jusqu'en 1907, il y a une espèce de queue de comète de la contestation qui s'exprime par la création de multiples groupes plus ou moins contrôlés par des partis politiques qui vont se livrer à des exactions, à des attentats contre des fonctionnaires tsaristes, contre des grands propriétaires, des capitalistes, qui vont aussi attaquer des transports de fonds ou des banques pour financer la cause. Et donc du coup, il y a tout un tas d'intellectuels qui d'un seul coup remettent en cause le bien qu'apporterait
après la Révolution et prennent leur distance avec ça. Et les intellectuels qui restent militants sont moins nombreux, mais sont d'autant plus remontés contre le reste de l'intelligentsia. Et c'est à cette époque-là que chez Lénine ou chez Trotsky, on voit apparaître des expressions extrêmement dures contre l'intelligentsia qui a abandonné le mouvement révolutionnaire. Dans le prochain épisode, on verra comment certaines factions révolutionnaires présentes en Suisse ont notamment fait le choix de l'action directe, fomentant des attentats terroristes contre des personnalités à la solde du tsar, mais aussi comment le centre de gravité de l'activité révolutionnaire en Suisse s'est déplacé vers des régions alémaniques, Zurich et Berne en particulier, là même où Lénine et ses compagnons ont appris, au premier jour de l'année 1917, le déclenchement d'une nouvelle révolution en Russie. C'était Que tombe le tsar, une série documentaire podcast Chahut Média, conçue en collaboration avec la professeure Corinne Amacher. Interview et réalisation David Bralambert et Carole Harari. Musique originale Léonie Pernet. Lecture Pascal Vachou et Thierry Joran. Mixage Alan Mantieri. Prise de son studio All Sound. Cette série a été rendue possible grâce au soutien de la Loterie Romande, du Fonds Mécénat SIG, de la ville de Genève et de la commune de Carouge. Un remerciement tout particulier à nos partenaires. Maison de l'Histoire, Unité de Russe de l'Université de Genève et Bibliothèque de Genève.